Buenas tardes, bienvenido en l'ETBO. Bonjour et bienvenue dans l'ETBO. Aujourd'hui, nous allons en Amérique latine à la rencontre du peuple des Andes. C'est le thème du 38e Festival de cinéma de Douarnenez qui a lieu jusqu'à ce samedi 29. Mais avant de partir aussi loin, nous allons jeter un coup d'œil sur l'actualité du Finistère. Jeunes agriculteurs installés depuis novembre 2014 en production porcine, Dimitri et Olivia subissent comme l'ensemble des éleveurs la crise que connaît actuellement la filière. 3 semaines sans enlèvement de porc, c'est l'embouteillage dans l'exploitation du couple. Dans une de ces cases, c'est 10 cochons, maximum au poids de 120 kg. Et la moitié des cochons font 150 kg. Donc il faut bien comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, 10 animaux de 150 kg sur une loge comme ça, c'est pas possible. Il y a un animal par case qui est rejeté de loge. Nous, on ne peut même pas les sortir. On fait plusieurs prix. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut même plus les sortir pour les mettre ailleurs, pour détasser, pour que les cochons puissent tous être bien. On est tous dans la même situation. Ce que vous voyez sur mon élevage, c'est dans tous les élevages bretons, c'est pareil partout. Au-delà du manque de place, Olivia et Dimitri ont sorti leur calculatrice. 3 semaines sans enlèvement, c'est 4 300 € de pertes sèches entre la moins-value appliquée à des cochons trop lourds et l'aliment consommé durant cette période. Amoureux du travail bien fait, les éleveurs produisent de la viande labellisée bleu blanc cœur. Durant la période d'engraissement, les porcelaires reçoivent une alimentation à base de lin. Ils pensaient être moins touchés par la crise porcine avec un produit labellisé. Au final, c'est l'inverse. On a un peu double pénalité, quoi, puisque avec ce label, on se retrouve avec 6 € tonnes de plus sur l'aliment. L'aliment vient d'augmenter encore de 6 € tonnes. Le prix du porc vient de baisser. Enfin, tout s'acharne sur nous un petit peu, quoi. Originaires de Dordogne, Olivia et Dimitri ont appris leur métier en tant qu'ouvriers agricoles durant 8 ans dans des exploitations finistériennes. C'est à Plugno que le couple s'installe dans une ferme dont la majeure partie des bâtiments date de 1975. Aujourd'hui, ils sont endettés à plus de 100%. Ils gèrent à l'euro près leur budget. Électricité, alimentation, des médications, les exploitants sont devenus de véritables gestionnaires, surtout en cette période difficile. On comprend mieux pourquoi tout le monde nous disait « mais qu'est-ce que vous êtes courageux de vous installer maintenant ?» Et nous on disait « mais on a envie, nous, on est contents ». Maintenant on sait pourquoi on nous encourageait, qu'on nous disait. On démarre sur une conjoncture qui est dure, qui est compliquée au jour d'aujourd'hui. Mais si dans le temps ça vient à se débloquer et à aller mieux, c'est que du plus pour nous. Parce qu'on démarre sur du très 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 compliqué. Et si on arrive à améliorer les choses, après on sera bon gestionnaire. Voilà, ça sera que du bon, quoi. C'est l'école, quoi. La porcherie compte 170 truies naisseurs engraisseurs. La petite famille compte agrandir l'exploitation d'une 30aine de mères sans chercher à faire de l'intensif et continuer à produire de façon raisonnée, en adéquation avec leur philosophie de vie. « 440 grottes sur la presqu'île. Ça, c'est le nombre de grottes qui sont en bon état. Après, il y en a beaucoup plus, mais c'est les petites cavités. Elles n'ont pas été comptabilisées. Et les grottes, en général, vont se former là où il y a des faiblesses dans la roche. Et ici, c'est la grotte du souffleur. Là, on voit bien que cette grotte s'est formée due à l'érosion de fines couches de grès et de schiste qui ont disparu. Elles ont été un peu plus sensibles, en fait. Donc la grotte du souffleur, parce qu'il y a une petite cavité au fond, et l'eau, en fait, quand il y a un petit peu de houle, ça va obstruer l'entrée du petit trou. Du coup, ça va comprimer l'air à l'intérieur, l'air est chassé, ressort en recrachant des gerbes d'eau. Il y a 27 sites en fait répartis sur le littoral qui permettent de retracer un peu l'histoire de la formation de la presqu'île, ou alors qui ont un intérêt au niveau européen. On voit des traces de fossiles ou des fossiles. Il y a des grottes au pied de la pointe du Roulianec qui sont accessibles à pied. Elles sont assez connues, on les voit souvent sur les vieilles cartes postales. Celle avec le rocher en fait devant, là, c'est la grotte de l'éléphant. En fait, ce rocher était relié avant à la terre ferme, il y a 5-6 ans.
et ça avait la flanque et une patte de pachyderme. Le nom des grottes, c'est souvent dû à ça, hein. C'est une caractéristique physique ou la présence d'animaux, mais après, elles n'ont pas toutes un nom non plus, hein. Nous sommes maintenant dans la salle des fêtes de Douarnenez en compagnie de la chargée de programmation de ce 38e Festival du cinéma. Bonjour Virginie Pouchard. Bonjour. Alors avec ce temps pluvieux, on a envie d'aller se mettre au chaud dans les salles de cinéma. Qu'est-ce que vous nous avez concocté cette année ? Alors comme chaque année, un programme bien rempli, bien chargé de films, documentaires, fiction, courts-métrages, des expositions photographiques, un mini-festival pour les enfants, des échappées radiophoniques et tout un tas d'autres choses que les festivaliers habitués à Douarnenez connaissent bien. Alors cette année, vous avez décidé de vous pencher sur une problématique particulière, celle du peuple des Andes. Comment vous avez choisi ce thème ? Alors chaque année, on part un peu sur des zones géographiques différentes. Les Andes avaient déjà été abordées à Douarnenez en 1984 et cette année, on avait envie de revenir autour des Andes parce que c'est vraiment une aire géographique où il y a des problématiques très intéressantes autour de la langue, des identités culturelles et de plein de choses qui sont très communes à ce qu'on vit ici. Est-ce qu'on peut trouver des corrélations entre la vie de ces peuples et les Bretons ? Des corrélations directes, pas complètement, mais en tout cas des problématiques liées au territoire, à l'extraction des ressources naturelles ou à la lutte pour l'identité et la langue qui sont assez communes avec le peuple breton, je pense. Alors le festival de cinéma de Douarnenez, ce sont des projections, mais pas seulement. Il y a des expositions, des conférences, des débats. Est-ce que vous pouvez nous conseiller une activité à ne pas manquer pour cette 38e édition ? Une activité à ne pas manquer, il faut d'abord aller au cinéma et puis après vous pouvez bien sûr profiter par exemple des expos qui sont ici, qui ont été mises en place par toute une équipe de bénévoles et aussi explorer cette année une yourte qui s'appelle la yourte de Melquiades qui va être installée sur la place de l'Enfer à partir d'aujourd'hui et où il y aura des projections dans les jours qui vont suivre. Merci beaucoup Virginie Pouchard. Nous partons maintenant à la rencontre d'un réalisateur colombien. Je trouve que c'est un festival nourrissant. On a une bonne expérience. Ouais, sympathique. Dès qu'il pleut, j'essaie de rentrer dans les salles de cinéma et puis après, dès qu'on peut faire garder la petite par les bénévoles, c'est génial. Nous sommes maintenant en compagnie du réalisateur Nicolas Rincon-Gil. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez avec les paysans de Colombie. Pourquoi vous avez choisi ce thème ? Je suis colombien et en fait, depuis les années 2000, il y a une politique d'extermination systématique contre les paysans en fait. Il y a une montée énorme des armées paramilitaires. Eux, ils sont arrivés avec des listes en main pour exterminer sélectivement les leaders paysans, syndicalistes, voilà. Et en fait, c'était soi-disant parce qu'ils étaient en lien à la guérilla. Donc toute personne qui avait un discours un peu progressiste, qui était un leader social, tout ça, était pour eux une cible. Ils ont tué les gens de façon assez systématique et de façon assez atroce pour créer la terreur. Donc les paysans ont dû quitter la campagne. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment les paysans et la culture colombienne populaire pouvaient résister à cette violence-là. Donc mes films sont plus sur la façon comme les paysans s'approprient de ce qui les est arrivé et qu'est-ce qu'ils racontent de tout ça. Et justement, vous présentez une trilogie à ce festival. Quel accueil vous avez senti ici ? Parce que c'est un thème qui est très loin de la Bretagne. Ouais, c'est un super accueil parce que c'est un festival qui a la qualité à chaque fois de programmer des films qui sont autour d'un même sujet. Donc cette année, c'est les peuples indiens, des Andes plutôt. Et donc en fait, il y a plein de films qui font des liens. Donc par exemple, mes films ne sont pas proprement informatifs. Donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir. Les films ne sont pas faits, mes films en tout cas, pour que les gens sortent avec toute l'information de ce qui s'est passé, mais plus pour ressentir. C'est ce qu'un paysan pouvait sentir à l'époque. Je sens que c'est un public assez ouvert et qui en demande. Et pour un cinéaste, c'est ce qu'il y a de mieux en fait.
Ce festival-là, vous le connaissiez déjà avant? Il est connu dans le milieu des réalisateurs? Oui, parce que Douarnenez, c'est un festival qui est adressé à un public qui est là, qui est dans une ville qui a une tradition forte. Donc c'est toujours des sujets qui sont engagés. Mais quand on fait des documentaires, on doit un peu l'être, je pense. Et donc à chaque fois, j'ai connaissé par rapport aux thématiques. Ça permet aussi de rencontrer des réalisateurs qui travaillent sur le même type de thème que vous. Voilà, il y a donc la rencontre avec les publics, et c'est ce qui est bien aussi, c'est que comme on a plein de collègues ici que j'ai vus ailleurs, que j'ai revois, ou des gens que je connaissais pas mais que j'avais entendu parler de leur travail. Donc voilà, c'est un moment où on s'écroise, on sort enrichi. En fait, on voit c'est ce que les autres ont fait, la façon comment, par exemple, mon travail est placé dans ces contextes-là. Et particulièrement en Colombie, on parle d'une vague de cinéma colombien qui est là depuis 5 ans, qui est liée au fait qu'on fait des films. Elle est liée aussi au fait c'est ce qui est arrivé en Colombie a fait que les gens ont commencé à réagir, à résister à cette violence-là. Et donc, ça fait qu'on tisse des liens. Voilà. Merci beaucoup. Nous partons maintenant à la rencontre de Cancio Rojas Colque dans la salle des fêtes de Douarnenez. Nous avons maintenant rendez-vous avec Cancio Rojas Colque qui fait partie d'une communauté amérindienne. Bonjour Cancio Rojas Colque. Vous venez de très loin pour participer au festival de films de Douarnenez. Je m'appelle Cancio Rojas Colque, je suis de la communauté Charcamicani, de la nation Aymara. Je suis venu ici pour représenter la CONAMAC, une organisation andine de la nation Aymara, pour faire connaître les problématiques de notre peuple, pour échanger, partager des connaissances dans cet endroit charmant. Comment vous avez senti l'accueil des Bretons ici? J'ai été très bien accueilli ici. Les gens sont vraiment aimables, très sympathiques. On a pu échanger autour de discussions. Je suis vraiment à l'aise ici. Je suis vraiment très bien accueilli. Et si vous aussi vous voulez découvrir les problématiques des peuples des Andes, rendez-vous au Festival de cinéma de Douarnenez. C'est jusqu'au samedi 29 août. Vous pouvez aussi retrouver la programmation sur le site internet de l'événement. Les TBO, c'est terminé pour aujourd'hui et on se retrouve demain à 19h30.